On va revenir sur une autre déclaration. Depuis tout à l'heure, on vous parle de l'OTAN. Eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi Poutine déteste à ce point l'OTAN. Pourquoi est-il prêt à faire la guerre à l'OTAN? Parce qu'en fait, vous allez le comprendre, il n'en fait pas partie. Parce que certains pays, dont nous faisons partie d'ailleurs, ont par le passé exclu la Russie de l'Alliance et surtout ont très mal traité son président. Écoutez-le. Vous arrivez au G8 et il devient évident que le G7 s'est déjà réuni et que leurs membres ont discuté de quelque chose entre eux, y compris de la Russie. Et ils invitent la Russie. J'ai toujours regardé cela en souriant. Ils vous font de belles accolades et vous tapent sur l'épaule. Mais dans la pratique, ils font le contraire. Et ils continuent d'avancer, d'avancer et d'avancer. L'expansion de l'OTAN vers l'Est en est la preuve la plus évidente. Ils ont promis qu'ils ne le feraient pas, mais ils continuent à le faire et à le faire. Ulrich Pouna, en fait, il a été vexé. À un moment donné, Poutine avait toqué à la porte de l'OTAN, on l'a snobé, et depuis, tout ça est arrivé. Alors, c'est pas qu'on l'a snobé, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, il a demandé, il a mis sur la table l'idée que la Russie entrera dans l'OTAN. Mais il a demandé, en fait, à obtenir un statut particulier, c'est-à-dire que, grosso modo, il n'avait pas besoin de faire la queue, pour la faire simple, et qu'il pouvait passer devant tout le monde. On lui a dit, non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, vous pouvez tout à fait candidater à l'OTAN, mais voilà, suivez le même processus que les autres. Il a quand même obtenu, donc du coup il a laissé tomber, mais il a quand même obtenu des avantages qui n'avaient jamais été donnés à d'autres pays. Il y a eu quand même un des sommets OTAN-Russie, chose qu'on n'avait jamais vue avec des pays tiers. Il parle du G8, la Russie a quand même réussi à intégrer le G7+1, donc est devenu G8, alors que finalement lorsqu'on regarde au-delà de l'aspect nucléaire de la chose, la capacité économique de la Russie ne justifie pas sa PIB de l'Espagne à peu près. Ne justifie pas sa place de 8e économie dans le monde. Donc les Occidentaux ont fait un certain nombre de choses pour essayer d'intégrer la Russie. Alors sans doute pas au rythme où ils l'espéraient, sans doute pas avec le statut avec lequel ils l'espéraient. Mais si vous voulez, c'est inverser un petit peu la charge de l'histoire, de dire finalement j'ai été rejeté, c'est terrible et du coup c'est de votre faute et vous vous êtes étendu, etc. Et sur cette histoire d'extension, dire que l'OTAN ne s'est jamais engagée à aller à l'Est, c'est une légende qu'il a bâtie tout seul. Gorbatchev a dit que ce n'avait jamais été le cas, etc. Donc il faut vraiment prendre toujours un peu de recul. Mais par contre, effectivement, le fait est qu'à une certaine époque, il a voulu entrer dans l'OTAN et effectivement, il n'a pas obtenu ce statut spécial qu'il revendique. En fait, l'une des raisons pour lesquelles Vladimir Poutine veut faire tomber l'ordre actuel, c'est qu'il estime qu'effectivement la Russie n'est pas à sa place. Alors que économiquement, c'est un ordre injuste. Voilà, injuste pour lui en tous les cas. Oui, bien évidemment. C'est pour ça qu'il veut recréer ce nouvel ordre. Autour de la Russie. Oui, il y en a un, il y a un peu plus de 80 ans, qui voulait un nouvel ordre pour Milan. Vous vous souvenez de qui il s'agit? Adolf Hitler. Mais justement, c'est très intéressant de parler de tous ces autocrates, parce que finalement, en tout cas, c'est pas le sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'il est vraiment... La menace de l'OTAN pour la Russie, c'est aussi la menace du soft power, c'est pour ça que l'Ukraine aussi, parce qu'elle était devenue démocratique, elle commençait à avoir une économie formidable. Et donc, pour ces gens-là, autant que c'est pareil avec Taïwan et la Chine, c'est des exemples désastreux pour eux. Parce qu'ils ont une population qui n'a pas le droit de dire ce qu'elle pense. Ils sont économiquement, en général, assez réfrénés, surtout du côté des Russes, puisqu'ils n'ont rien. Alors que là, l'Ukraine commençait à fleurir. Donc il fallait s'en débarrasser. Il fallait l'annexer pour éviter qu'elle montre un mauvais exemple. Et c'est un peu ça, parce que finalement, lui, on l'a bien aidé, quand on a dénucléarisé l'Ukraine. Justement. Alors justement, on l'a laissé tomber entre les mains de la Russie. Il faut dire les choses quand même. Parce justement, voilà encore une chose. Ils ont signé un accord, la Russie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, et finalement, et aussi l'Ukraine, et finalement, ils n'ont pas respecté l'accord, parce que la Russie faisait partie des accords de Minsk, évidemment. Donc, on ne peut pas compter sur ce que Poutine va signer, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une parade. Mais nous, on leur devait la sécurité aussi, en échange de l'abandon des armes nucléaires, qui était dans un but de non-prolifération. Et c'est pour ça qu'on le fait. Et qu'on doit continuer à le faire. Et moi, je pense vraiment que cette histoire d'occidentalisation, parce que là, il prétend que c'est nous qui avons voulu aller vers l'Est, mais c'est lui qui va vers l'Ouest. Oui, alors, attention, Poutine aime raconter une histoire qui est la sienne. C'est sa narration. Mais ce qu'il y a chez Poutine, c'est qu'il y a vraiment ce sentiment d'humiliation
suite à la fin de l'URSS. Il est resté bloqué là. Il est entre l'URSS et évidemment le grand empire tsariste de la Russie. La fin de l'URSS, c'est aussi la fin du pacte de Varsovie en 1991. Or, l'OTAN, elle, a survécu. C'est-à-dire que les deux géants de la guerre froide, l'un est mort de sa belle mort, entraîné par l'histoire. L'autre a continué à fleurir, comme vous le disiez, à s'étendre pays après pays. Et effectivement, moi je pense que le reflet démocratique que les Russes pouvaient voir en Ukraine notamment, mais pas seulement, dans les pays baltes aussi, et dans tous les anciens satellites de l'Union soviétique, jusqu'à l'Allemagne de l'Est, donne une image extrêmement difficile à gérer pour un pouvoir autoritaire, si ce n'est dictatorial en Russie, parce qu'il montre que finalement, oui, la démocratie, ça fonctionne. Elle est critiquée, elle est critiquable, mais ça fonctionne très bien. Et les réussites, notamment économiques, sont bien plus importantes que dans un pays comme la Russie. Grégory Phillips, encore un point commun entre deux hommes, Trump et Poutine, le goût de la revanche. On n'admet pas sa défaite, on se bat corps et âme pour réussir et on a le job. Enfin, même là, à travers cette détestation de l'OTAN de Vladimir Poutine, on trouve des similitudes entre les deux. Oui, à la différence près que Poutine n'a pas été écarté du pouvoir pendant 4 ans. Il y a une parenthèse Medvedev. Il a été écarté du jeu des grands et notamment la fin de la guerre froide. Du jeu des grands, oui. Mais tout en gardant le pouvoir depuis, pardonnez-moi, j'oublie l'année de son entrée au pouvoir, tellement... 2000. Trump, lui, a dû, pendant 4 ans, ronger son frein. C'est le problème de la démocratie. C'est le problème de la démocratie. Mais oui, il y a ce parallèle que vous faites, l'envie de revanche, et aussi, alors je ne veux pas rentrer dans de la psychologie de comptoir, mais on sait que Trump admire Poutine pour son côté autoritaire, fort, et d'ailleurs, ce qu'on lit dans la presse américaine, c'est que la volonté de sa prochaine gouvernance, c'est ça, un pouvoir très fort, faisant fi de ses opposants, de la presse, de l'opposition, etc. Donc il y a chez ces deux hommes quelque chose qui les lie, et j'ajoute en plus l'aspect force physique, sans forcément remonter aux images de Poutine torse nu sur son cheval, mais Trump a un peu ça aussi, la force physique, j'impose cette force, et ma manière de gouverner s'inspire de ce côté viriliste. Ils ont énormément de points en commun. Il a une autre carrure, c'est Poutine d'ailleurs. Alors il le prend dans ses bras, il peut l'écraser. Il est plus grand, il est plus large. Là, on les voit, les deux. Mais ils ont beaucoup de choses en commun, ces deux hommes. Et d'ailleurs, ça va être vraiment intéressant pour nous observateurs de voir, une fois que Trump sera de retour à la Maison Blanche, comment ils vont pouvoir travailler ensemble, ou en tout cas dialoguer. Ça va être passionnant. Techniquement, quand est-ce que Trump peut agir sur ce qui se passe en ce moment en Ukraine, ce qui se passe en Europe, l'OTAN, bien évidemment, et le poids des États-Unis sur l'OTAN? Officiellement le 20 janvier à midi, heure de Washington, mais tout le monde sait que ça y est, à Mar-a-Lago, il a commencé d'abord à composer son cabinet, c'est bien normal, à échanger. Il reçoit là pour le moment? Il reçoit, il consulte, il a eu, dit-il, 70 entretiens au téléphone depuis son élection avec des chefs d'État et de gouvernement. Je me demande si le chiffre de 70 n'est pas un peu exagéré, mais il a eu de fait des dirigeants au téléphone. Il a eu Poutine. Non, il commence à travailler, et surtout il est beaucoup mieux préparé qu'en 2016. Oui. C'est-à-dire que là, il arrive avec des idées très fermes sur la manière dont il veut conduire les États-Unis et la marche du monde. Des équipes totalement dévouées aussi. Parce que vous parliez, ça aussi, ça court dans la presse, l'adulte dans la pièce. Mais est-ce que ceux qui entourent Trump aujourd'hui ne sont peut-être pas pires parce que mieux formés, plus compétents, plus idéologues surtout. Plus idéologues surtout. Plus idéologues, bien évidemment, et que le Trump 2, on ne le fera pas. En 2016, il avait autour de lui des gens, je pense aux militaires notamment, qui l'entouraient, Kelly et d'autres, des gens qui, à un moment donné, l'ont suivi et ont travaillé avec lui, puis ont été fired ou sont partis en disant c'est impossible de bosser avec cet homme-là. Là, il va s'entourer de gens qui, pense-t-il, et je crois que c'est comme ça que ça sera, qui lui seront loyaux à 100% et le suivront jusqu'au bout, quels que soient ses projets pour les États-Unis ou pour le monde. Donc Ulrich, quand vous dites plus idéologue, en tout cas,
ça augure mal de ce qui peut se passer, de ce dont on parle. Je pense, ouais, complètement, parce que en fait, donc on a beaucoup parlé du projet 2025, qui effectivement, alors il a plus ou moins renié, mais alors qu'en fait, enfin, très clairement, les gens qui l'ont écrit bossaient plus ou moins pour lui, mais en fait, en parallèle de ce projet 2025, il y a eu une espèce de ils ont constitué en fait une base de données de hauts fonctionnaires capables d'arriver demain en fait dans une administration Trump et de lui être complètement loyaux. Et c'est ça en fait le vrai risque, c'est-à-dire qu'il va probablement, alors qu'en 2016 effectivement il a dû s'appuyer sur la structure existante du Parti républicain avec des gens qui avaient des idées plus ou moins variées et pas forcément, en tout cas pas les siennes, notamment par rapport à la marche du monde. Effectivement là il va s'appuyer sur des gens qui partagent complètement son idéologie de retrait du monde, de America First et America First et puis le reste rien du tout quoi. Et donc effectivement le risque il est là, c'est-à-dire que il va être opérationnel beaucoup plus rapidement et il va y avoir beaucoup moins de freins internes, en tout cas dans son administration, par rapport à ses idées les plus extrêmes. Et donc, quand on dit l'adulte dans la pièce, il y en aura sans doute, mais qui penseront comme lui, en fait. Donc, c'est ça le vrai problème.